Hi, everybody. We're going to get underway again. This is a table ronde or a panel, and the panel is on about opening up recognition for employment, and that would be for career transitions, starting careers, but also possibly bringing in the notion of learning organizations. We'll find out. But it's going to be fairly informal. I'm going to ask these fine panelists to introduce themselves and just maybe a thumbnail sketch of their connection to workplace learning. And we'll end the first round with Nadej Turko from Iperia, who has a very short presentation, 5-6 minute presentation that she wants to share. And then we'll basically become a lot more interactive and just start asking questions about how can we capture learning in the workplace? How can we recognize learning in the workplace? How can we build on that? So I'm going to begin, first of all, with Petrina Law, who is presenting later about the UK Digital Badging Commission. And Petrina, if you just want to use the microphone in front of you to just provide a sort of a thumbnail sketch. Yeah, sure. Thank you. The UK Digital Badging Commission is a piece of work that's been organised by the charity, the RSA, funded by the UFI VocTech Trust in the UK, to try and capture the proliferation of badges, what they've meant for people, who's issuing them and why. Because at the moment we feel that whilst the numbers of badges are proliferating, we need to really fully understand what their impact is on individuals, particularly with the purpose of understanding how we might better serve people upskilling. So there's a real emphasis at the moment in the UK in the devolved government. So that's the big regions that are coming together now under the new government to see how they can support their local economies and build strength in those areas. And hitherto, whilst we've been really good at issuing badges, people receiving badges, and we have not really done that full-scale review of what that means for employers. And bringing the people around the table for the commission has been very, very interesting, because my previous role was in a university. I used to work for the Open University, used to deliver digital badges to many, many hundreds of thousands of people. So I knew the impact they were having on people, but that involvement with employers was often very poor. So the commission is aiming to bring people around the table, bash their heads together to say, look, what could this really mean? How would you, as an employer, trust a badge? What would it mean to you? Looking at employers who've been involved in badging programs and saying, why did it work for you? How was it good for you? And then working with individuals and schools and pupils to ask them the question, what did it mean to you to earn that badge? And whilst we've done this big literature review and a landscape review, and some of you people in this room have been very kindly been interviewed by us, because we are just fact-finding, not just for the UK, but looking at international examples. We hear very much that there's lots of really good papers in the HE world, the higher education world, talking about badging programs that are being done in universities, because universities are really good at writing about themselves and publishing about themselves and talking about themselves. We have very little understanding of the case studies within schools and how that's worked in schools and in further education. And by that, I mean 16 to 18 group. So we're recognizing there's gaps in the literature, and bringing together those pioneers and those disparate groups is helping us to enable us to gather this rich picture so that we can make recommendations in a year's time or thereabouts as to what we think the UK should be doing going forwards. And part of the reason I'm here today, and with also my colleague from the UFI VocTech Trust, is to learn from other national schemes, other work that's been done in other countries, so that we can learn from that, so that we can bring to bear the best possible outcomes for young people who are from deprived areas or been excluded from education in the UK. Great, thank you. Benjamin Turco, Benjamin Castaldo from Groupe Partouche has a program that's connected more with youth. So maybe I'll get out of the way and let you explain it. Bonjour, merci de m'inviter. I'm going to speak in French because my English is not so good. Sorry for this. Oui, le groupe Partouche est un groupe de 4000 collaborateurs qui est principalement impliqué dans les casinos, les restaurants, les hôtels.
On a un business model qui est donc très orienté sur le terrain, avec beaucoup de collaborateurs recrutés très jeunes et qui n'ont pas forcément eu la chance de faire de longues études. Néanmoins, on souhaite basculer vers ce qu'on appelle une organisation apprenante, ce qui est un vrai challenge dans notre cas, notamment pour assurer la transition des jeunes qui arrivent chez nous, on va dire du monde de l'enfance au monde du travail. Pour arriver à créer cette organisation apprenante, on a bien entendu beaucoup de dispositifs de formation professionnelle classique. On a également notre propre centre de formation qui délivre énormément de formations propres, notamment au métier des jeux d'argent. Mais il nous manquait quelque chose capable on va dire, d'électriser un peu tout cela. En France, comme vous le savez, on est dans un pays très, très réglementé, on adore les règles, et parfois, tout ça est un peu lourd à gérer. On a notamment beaucoup de règles en matière de gestion des compétences, et on sait créer de très belles, ce qu'on appelle en français, usines à gaz. Je ne sais pas si les traducteurs sauront traduire ça. Donc, ce qu'on voulait, nous, c'était un système simple. Et il y a 3 ans, on s'est intéressé aux Open Badges et on a trouvé que c'était une manière finalement formidable d'aller reconnaître les compétences acquises sur le terrain, vraiment en situation de travail des collaborateurs. Et surtout, ça permettait d'aller taguer des compétences plutôt comportementales, ce qu'on appelle les soft skills. Et nous sommes dans un business model qui est du B2C et où les soft skills sont très, très importantes. Ça nous permet notamment de faire savoir aux jeunes qui viennent chez nous très vite qu'on s'intéresse à ce qu'ils font et comment ils le font. Et ça nous permet tout de suite de les embarquer finalement dans une vraie aventure dynamique. Parce que sinon, ils ne restent pas chez nous. Aujourd'hui, vous le savez, c'est un phénomène du monde entier. Il y a beaucoup de turnover. Donc ça nous permet rapidement de les prendre en compte, de les reconnaître dans ces compétences acquises sur le terrain. Et on a mis en place un système qui est assez particulier. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. On a utilisé une application qu'on utilisait déjà pour le management, puisque c'est les managers qui évaluent toutes les compétences. Et cette application, dont je ne décris pas le détail, permet d'attribuer les Open Badges directement depuis le terrain. Parce que pour nous, l'effet magique de l'Open Badge, c'est que ça part vraiment de la base. Et c'est ça qui est important pour nous. On ne voulait pas un système où tout est décidé à la tête avec des logiciels trop compliqués. Donc on part vraiment du terrain. On a vraiment des données très précises sur les compétences acquises avec des niveaux différents. Et on est en train tout simplement de mettre en place un système de plus de 100 Open Badges pour 100 compétences clés dont on a besoin en fait sur tous nos sites. Ça peut partir du monde de la cuisine, du savoir-faire en termes de recyclage, de développement durable, de relations clients, d'accueil des personnes handicapées. Mais voilà, ça va nous permettre de créer ce système très très vivant qu'on n'avait pas et qui accessoirement permet à des managers de faire du management sans le savoir. Puisque vous savez comme moi que quand on demande à un manager d'évaluer la compétence, on lui demande de s'intéresser à ce que fait le collaborateur, comment il travaille. Et quelque part, c'est déjà du management. Et pour nous, ça va nous permettre de faire un bond en avant. Donc, normalement, si tout va bien, en 2025, on aura tout déployé, notre système. On sera aidé notamment par notre opérateur de compétences, qui est le financeur de la formation professionnelle en France, qui s'appelle l'AFDAS. J'en profite pour les remercier parce qu'ils sont très dynamiques. Et voilà un petit peu notre aventure avec les Open Badges en quelques mots. Merci. Merci beaucoup. So, Taylor Hanson is here from the U.S. Chamber Foundation trying to channel Jason Tishko, but he has a number of things that they've been working on over the years, and I'll again get out of the way for you. Thanks, Don. And sorry for anybody who was looking forward to hearing from Jason and you have to deal with my substandard fill-in. So at the U.S. Chamber of Commerce Foundation, we are really focused on all things skills first. And how can we help employers and their provider partners, their education training provider partners, identify and surface skills as we want to help bring in a skills-based economy. And so all of our work is really focused on this. And I run our T3 Innovation Network initiative. And at T3, one of our mantras is all learning counts. And we recognize that learning and skills acquisition can take place in many places and in many forms. And so we want to be able to recognize that skills acquisition. So whether it's from on-the-job learnings, community volunteerism learnings,
or in the classroom, we want to be able to recognize and ensure that individuals are empowered with those skills that they've demonstrated and gained through their lived experiences. And so a number of our programs, whether it's our talent pipeline management, which helps employers identify the skills and create a pipeline of skills and a pipeline of individuals for their talent needs, or whether it's our EPIC program, which is Employer-Provided Innovation Challenges, which works with high school students and community college students to create work-based learning opportunities where they can leave with a badge about the skills they gained and demonstrated on the job, or whether it's all the things we're doing in T3 that you hear a little bit about later today and tomorrow. We're really focused on empowering individuals with skills data so that they can signal those to the employers. We're really focused on that signaling of skills so that employers can signal the skills they're looking for, and the individuals can signal the skills they have, and that translation process can take place to help identify matching. But we also recognize that skills aren't static. If you think about artificial intelligence and the skills needed to be in the artificial intelligence world 2 or 3 years ago, those skills are irrelevant today. So we recognize that we need to continuously upskill and reskill the workforce, and that's what our work is really focused on, is providing those opportunities. And so excited to talk about a number of our programs, but I also want to hear questions from you all and from the expertise of the people on the panel, so I'll stop there and pass the baton. Great. Okay. Prochainement, we have Nadège Castaldo, no, Turco, just kidding, avec un petit présentation. Donc, je vais le faire en français, excusez-moi, mais pareil, mon anglais n'est pas assez bon pour pouvoir produire cette présentation en anglais. Alors, j'ai fait quelques slides parce que ça m'a été demandé, et puis aussi potentiellement parce que notre secteur est assez particulier et que ça vous permettra peut-être pour les personnes qui ne sont pas françaises d'un peu mieux mesurer ce que nous sommes. Donc déjà, qui est Hyperia? Nous, ça fait 30 ans qu'on existe et que nous sommes mandatés par ce que l'on appelle en France des partenaires sociaux, une branche professionnelle, et spécifiquement la branche professionnelle du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Et notre rôle à Hyperia est assez multiple. Vous avez de toute façon sur la slide un overview de ce qu'on fait, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on est un certificateur formel en France. Donc on rentre dans un cadre qui est très défini, qui est très posé, et malgré tout, on s'intéresse à la question des open badges et des micro-certifications. Dans ce cadre-là, on propose aujourd'hui dans le secteur plus de 130 modules de formation assez courts, mais aussi 9 diplômes qui sont eux-mêmes subdivisés en 16. Alors j'ai mis ici micro-credential, mais je sais que certains vont vite me dire mais ça n'en est pas. En fait, ce sont des blocs de compétences et ce qui constitue les diplômes et qui sont en fait posés en France dans un cadre très formel. Et on a actuellement aussi un diplôme qui est en cours de modélisation. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on délivre plus de 13 000 diplômes par an. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse en France à des demandeurs d'emploi, mais aussi à des salariés de notre secteur. Et ces salariés de notre secteur, vous avez les chiffres, ils représentent 1,3 million de salariés en France qui travaillent auprès de 3,3 millions de particuliers employeurs. Alors déjà, si vous faites le ratio, vous allez tout de suite comprendre qu'il y a un sujet. On a plus d'employeurs chez nous que de salariés. Ce n'est pas très intuitif, notamment quand on ne connaît pas notre secteur. Mais c'est normal parce qu'en fait, donc, nous avons des métiers, le métier d'assistant maternel, de garde d'enfants, d'employé familial, d'assistant de vie, qui interviennent en fait tout au long de la vie des personnes, de la petite enfance jusqu'à la dépendance et au milieu, dans l'accompagnement des familles et dans l'entretien du cadre de vie. Et ce qui se passe en fait chez nous, c'est que l'on est dans un rapport en fait contractuel entre deux personnes. Vous qui employez quelqu'un directement ou moi qui suis votre salarié de manière directe sans passer par une structure quelle qu'elle soit. Et donc, ça crée à un moment des compétences spécifiques dans le secteur puisque un salarié va avoir plusieurs employeurs. Il va intervenir de très petites heures, souvent, auprès de cet employeur. Et donc, il va multiplier les employeurs et les heures pour avoir un salaire décent en fin de mois. C'est un exercice qui se fait au sein d'un domicile privé. Donc, on n'est pas dans une entreprise. On est chez vous, on est chez moi, ce qui est aussi extrêmement particulier et qui nécessite des compétences techniques, soit des compétences métiers, mais aussi beaucoup de compétences comportementales. Et c'est là où vous allez commencer à me voir arriver. C'est que lorsqu'on parle de toutes ces compétences comportementales, lorsqu'on parle finalement d'un cadre qui est un peu différent de ce que l'on a l'habitude de connaître, on ne peut pas rester toujours que dans le formel, dans la réflexion. Alors pourquoi est-ce que nous, on y va en tant que certificateur formel et on se dit ça serait bien aussi de lier l'informel et le non formel. D'abord parce que on est à peu près, nous, convaincus qu'on a une certaine force parce qu'on est un certificateur formel.
parce qu'on a l'habitude de faire des évaluations de la reconnaissance des compétences, on se dit qu'on a aussi la capacité finalement de se décentrer et de pouvoir apporter une reconnaissance des compétences plus informelle. Et surtout dans le secteur, je vous ai dit, ça fait 30 ans qu'on existe, on est mandaté par la branche, et typiquement pour tout ce qui est informel, on peut apporter une véritable reconnaissance en tant qu'organisation reconnue auprès des salariés et des particuliers employeurs et des futurs salariés. Et notre conviction, finalement, et je ne sais pas si ça existe beaucoup en France, c'est de se dire que le formel et l'informel peuvent réellement se rejoindre et donc peuvent à un moment donné permettre d'accompagner l'individualisation des parcours de carrière dans notre secteur entre les employeurs et les salariés. Et tout ça, pour nous, très clairement, ça va permettre quoi? Ça va permettre de compléter l'employabilité de personnes qui sont dans notre secteur bien souvent assez défavorisées sur le plan socio-économique. Ce sont des personnes qui sont peu qualifiées, ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles et pour lesquelles l'école a été à un moment donné une rupture scolaire. Et donc on est à peu près certain que la reconnaissance informelle par les badges ou par les micro-certifications peut être une réponse aussi pour elles, pour cette confiance en soi, pour cette reconnaissance sociale, pour la progression de carrière, mais aussi pour rendre attractif notre secteur. Si on veut attirer de nouvelles personnes, on peut les fidéliser, mais il faut aussi les attirer. On a besoin de passer par une nouvelle manière de reconnaître les compétences et qui n'est pas simplement que le diplôme au sens strict du terme. C'est pourquoi on a mené, je vais m'arrêter ici, je vais vous présenter un programme que l'on a mené récemment qui s'appelle My Cred for Home, qui est un programme qui a été mené avec la Commission européenne. Et ce programme, en fait, avait justement pour objectif de regarder avec 4 pays partenaires, la Belgique, l'Espagne, l'Autriche et nous, de regarder avec eux comment on pouvait reconnaître par le biais de badges, et vous voyez hein, les badges qui sont positionnés là, par le biais de badges, un certain nombre de compétences pour des personnes qui sont issues de l'Union européenne et qui sont des personnes qui n'ont pas de diplôme ou qui viennent de l'immigration. Voilà. Et donc, dans le cadre de ce projet, on a mené une réflexion autour de quelle typologie de compétences nous pouvions mettre en œuvre. Et donc, vous les avez... Alors, je crois que je les ai laissées en français, excusez-moi. Mais on a mis des compétences métiers et des compétences non métiers, des opérations de nettoyage, l'organisation au sein du domicile, la compréhension orale des consignes dans la langue de l'employeur et le respect des instructions de l'employeur. On l'a testé auprès de 30 personnes. Elles ont toutes été, en tout cas, reconnues dans leurs compétences. Et c'est un projet qui va être pour nous le point de départ de la mise en œuvre de la micro-certification dans le secteur. Great. Merci beaucoup. So we have about 15 more minutes, and I think it's time to throw it open for questions. So we'll be roving with microphones. I thought I might kick things off with a few sort of salting the mind kinds of questions. And the one I have is, what do you think are the biggest barriers to effective recognition of skills in the workplace? And anybody can start. Je vais bien répondre. En tout cas, pour mon groupe, la barrière la plus compliquée quand on est un groupe de 100 PME très orienté sur le terrain, c'est concrètement comment est-ce qu'on fait pour attribuer un open badge. Ça paraît bête, mais c'est la réalité. Comment on fait pour aller taguer ces compétences, ces micro-compétences. On parle de micro-certification, de soft skills. Donc, nous, c'est bien l'écueil devant lequel on était. C'est la raison pour laquelle on a décidé de passer par bêtement une appli, par du digital à disposition de tous nos managers, parce que c'était ça qui nous permettait ensuite, monsieur a parlé de data notamment, ça nous permet d'engranger des data pour aller taguer toutes ces micro-compétences. Et donc, c'est la manière dont nous, on y va. On ne pouvait pas imaginer d'y aller de la manière classique en faisant d'abord une formation ou un cours magistral, etc., pour ensuite arriver à l'open badge. Donc, pour nous, ça devait partir du terrain. Et donc, la plus grosse complexité qu'on a traitée, du coup, c'est de la manière dont on va effectivement mettre de la data. Et madame a dit formaliser l'informel, parce qu'elle a tout à fait raison. C'est tout à fait ça qu'on doit faire, c'est formaliser l'informel. Et donc, ça passe par du digital. Chez nous, ça passe par une application. Mais voilà, c'était la barrière en tout cas. Okay, let's see. Taylor. I think, as we've heard yesterday and today, and we'll hear the rest of the day and tomorrow, so many people are doing so many awesome things on the technology side. I think we've gotten to a point where data about skills baked within these digital badges or digital credentials, we know that we can figure out the technology issues and get those to flow. I think the biggest hurdle at this point now is just the human change management process.
of getting humans to really buy into the value of the skills data baked within these badges and getting them to recognize that the way we've done things maybe isn't the way we need to do things moving forward, and how we can trust the information inside these digital assets. Great. I'm with you there. Katrina. Yeah, I think some of them, the barriers to adoption for recognizing skills in the workplace through digital badges are that, certainly through the work that we've done and in my previous role, was that a lot of employers don't even know what a badge is still. I know that that does come up quite a lot, but still having to explain what it is, why it's important, why it's relevant, why it's always been ahead of its time, if you like. So I think there's that. There's resistance to change, as you mentioned. The sense that small employers have got to manage and change systems, which they perhaps don't have the money to do, to engage with reading digital data. They know what a qualification looks like. It comes on a piece of paper. They're used to that. They're confused by the number of qualifications that already exist. Why do I need to sit forward and then try and adopt and understand another kind of qualification? So it's the hiring systems element. The other, it still sounds very negative, but I would say from the plus side, where we have seen employers who have sat forward and have recognised these workplace skills, are the employers that have been involved in the badging programmes in the first place. And also where an employer recognises a brand. And I know we're all very invested in thinking about the quality and the standards and the frameworks that sit inside a digital credential. But the work that we've done has shown that the first thing that's seen is the brand. And I understand that brand. I know Doug was talking about this in the conversation that was had earlier. But one brand that's recognised in one part of the world is not necessarily going to be a brand that's recognised in another part of the world. But still, there was that heavy reliance on trust and that being a visual thing. Great. Nadège? Alors moi, je vais peut-être voir deux barrières. Pour les Français, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est encore très pétri du diplôme. Donc ça, c'est la première barrière. Ah, non, ça, on n'entend pas. Il faut vraiment que je me rapproche. Il faut que je le mange. Donc c'est la première barrière chez nous, c'est le diplôme. C'est qu'en fait, on a encore très clairement un rapport au diplôme en France, formel, qui est très très fort et qui fait que lorsque on parle à des salariés ou même à des employeurs, la première chose qu'on va demander, c'est quel est votre diplôme et quel est votre niveau d'études. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que la réflexion que l'on a aujourd'hui lorsqu'on dit qu'on va faire de la passerelle entre le formel et l'informel, c'est parce que justement, on réfléchit ce parcours et on se dit que les mentalités évoluent, les besoins évoluent, l'économie évolue et on ne pourra pas demain, de toute façon, se contenter avec une seule vision qui est une vision très diplômante. Deuxième barrière que je vois pour nous, en tout cas dans notre secteur, c'est convaincre les employeurs. Je vous ai dit 3 300 000 particuliers employeurs, c'est vous, c'est moi. Déjà, il faut savoir ce que ça veut dire, quelles compétences, comment on travaille avec les compétences, qu'est-ce que j'attends réellement. Ils ne sont pas des RH, ils ne sont pas directeurs des ressources humaines, pardon. Et quand on n'est pas directeur des ressources humaines, on ne sait pas obligatoirement formaliser ou verbaliser la compétence. Et donc, il faut donner finalement de la force à ces open badges, à ces micro-certifications. Et c'est pour ça que c'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, le fait potentiellement de l'incarner par Hyperia, qui est là pour le coup une instance qui est reconnue, pourra permettre de donner un peu de confiance finalement dans cette reconnaissance de compétences nouvelles. Great. Merci. Again, open for questions from the audience. Oh, Serge has one. Of course he does. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement d'état d'esprit des managers? C'est-à-dire que si on prend en France, par exemple, il y a l'entretien annuel d'évaluation. Est-ce que ça ne devrait pas devenir l'entretien annuel de reconnaissance? À moi? Oui, je veux bien. Non, mais si, je pense qu'il y a de toute façon des choses qui bougent aujourd'hui. Ça, c'est un fait, en tout cas en France. On a aujourd'hui une approche en fait de la compétence qui devient très différente. Il suffit de regarder sur même ne serait-ce que les institutions telles qu'elles pensent. Alors, je ne vais pas parler de France Compétences, qui est la grande institution de reconnaissance formelle. Je parle des institutions qui ont accès aujourd'hui au marché de l'emploi. Typiquement, ce qu'on appelle France Travail, ancien Pôle Emploi en France. Aujourd'hui, on voit très bien qu'ils travaillent aussi beaucoup en approche compétences. Donc, on ne se pose plus trop la question. On se pose de moins en moins la question du diplôme parce qu'on a bien conscience qu'il n'est pas le seul alpha et oméga et que de toute façon, même dans les entreprises aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recherche ? Finalement, qu'est-ce qu'on recherche ? Est-ce qu'on recherche quelqu'un qui est capable d'avoir une habilité, une capacité à répondre à un besoin d'entreprise ou est-ce qu'on recherche quelqu'un qui a un diplôme très joli avec marqué grande école? Voilà. Donc, nos mentalités changent. Oui, sans doute que l'entretien annuel tel qu'il existe aujourd'hui de la part des managers doit changer.
Est-ce que ça va changer tout de suite, Serge? Je ne suis pas certaine non plus. En tout cas, je pense que des initiatives telles que l'on a entendu là vont le permettent. Ça, c'est une évidence. I'm just trying to talk Wendy Cato into summarizing something that came out of her workshop that she summarized for me in an email this morning. And I guess I'll stop whispering and I'll just start talking into the microphone. And basically, you were talking about destructuring highly formalized processes for authentic work-based learning. And I think there were 3 options you explored, and there were percentages of people who chose each option. And I think 60% of the people chose the final option, which, hang on. The third option that we were discussing was around, and it happens, it's quite common, not common, but it's not infrequent, is where the industries themselves are actually the registered training organisations. And so thereby by going to work every day and just doing your job, they're observed and they're assessed. And at the end of, say, a 12-month period or a 24-month period, without having to go to formal classes and schooling, which they don't want to do, they walk out with an accreditation of, say, a Certificate 3 or a Certificate 2. Right. Okay, thanks very much. I mean, that speaks to something. Oh, sorry, go ahead, pass it on. Yeah, Question. Is that okay? yeah, sure. Right. This would be a question for Nadej, Okay. which who I may have imperfectly understood without my headphones. So the skill content of jobs varies dramatically. And if you're in the business of giving care, it's hugely important what kinds of sort of social and emotional skills you have. If you're caring for a vulnerable older person or for a child, I would look for someone with, who's tender, who has integrity, who understands the cognitive development of young people. And what strikes me as particularly difficult is to assess and validate and badge those really critical things that are terribly important, but difficult to do. What are your thoughts about, in a caregiving world, how that gets done? Je vais juste donner un exemple pour que vous compreniez finalement comment ça se passe dans notre secteur et pourquoi en fait toutes ces compétences ou habilités sociales, comportementales, elles sont de toute façon déjà nous évaluées même dans la partie formelle. Il faut se dire qu'un salarié de notre secteur qui intervient dans un domicile et qui donc va travailler pour moi, je ne vais pas être très capable de lui dire vraiment ce que je veux. Donc je vais lui dire, je vais prendre la partie ménage, hein. Je vais juste dire à la personne, je souhaite que tu fasses le ménage. Et ça va s'arrêter là. Et la personne, il va falloir qu'elle comprenne ce que ça veut dire derrière. Quand je dis je souhaite que je fasse le ménage, il va falloir aussi qu'elle comprenne si finalement je suis exigeante, pas exigeante, etc. Il va falloir qu'elle entretienne le cadre de vie. Il va falloir qu'elle s'organise. Parce que ce n'est pas moi qui vais lui organiser et je n'ai pas de process pour organiser tout ça. Toutes ces compétences-là dans notre secteur, je prends un exemple, je pourrais en prendre bien d'autres, c'est ce qui est intrinsèque au métier. Déjà aujourd'hui, dans la reconnaissance formelle, donc dans nos certifications formelles, on a toute une partie de la certification qui a trait justement à un petit peu cette capacité de communication avec l'employeur, d'organisation, de l'entretien du cadre de vie, etc., de mon autonomie. Mais évidemment, potentiellement, j'ai cette autonomie qui doit déjà être en moi, puisqu'on s'aperçoit que dans le secteur, lorsque des personnes arrivent et qu'elles ne sont pas du tout autonomes, elles ne s'en sortent pas. Même formées, elles ne s'en sortent pas. Donc, dans la reconnaissance formelle, on l'a déjà intégré. Dans My Cred Forum, le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi dans un autre projet européen qui s'appelle MiCare, qu'on a fini l'année dernière et qui était là très spécifiquement sur les publics migrants, on a fait en sorte justement de venir évaluer cette question-là des soft skills, des compétences comportementales, des habilités. Je regarde, je ne sais plus qui, je crois que c'est Serge la dernière fois, il y a un terme maintenant consacré en France, habilité, je ne sais plus quoi. Et donc, on a créé finalement des évaluations spécifiques qui nous permettent, malgré tout, de pouvoir grader si la personne est en capacité ou pas en capacité de les avoir. Alors, ça n'est pas une compétence formelle, ça n'est pas un diplôme SWAT, ce sont des petites micro-évaluations, mais qui permettent quand même aujourd'hui d'attester et de dire oui, tu es en capacité potentiellement de pouvoir avoir une compétence d'autonomie. Donc ça, on l'a fait.
On pourra en reparler si vous voulez, ou je pourrais vous mettre en contact avec mes équipes pour ceux qui sont intéressés pour qu'elles échangent aussi avec vous, bien volontiers. Hein. C'est pas simple, hein. Je dis pas que c'est simple, mais en tout cas, c'est faisable. I see. So we're coming to the end, and I thought I would, because it mentioned learning organizations, and one person mentioned a learning organization, I'm wondering if each of you can speak to the notion of what is a learning organization? Is it just an aggregation of the skills of the individuals in the organization, or is there something different involved? And how important is that? Je veux bien commencer. Pour ce qui concerne mon groupe, la manière dont on conçoit ce qu'est une learning organization, c'est faire en sorte que mes managers, qui sont ceux qui vont évaluer et formaliser l'informel en vue d'attribuer des open badges pour mes collaborateurs, sont ceux-là même qui assurent la transmission du savoir, qui sont entre guillemets experts de leur domaine et donc qui vont transmettre ce savoir. En transmettant ce savoir, eux-mêmes apprennent des jeunes qui arrivent chez nous. Et donc, pour moi, une organisation apprenante, c'est quand il y a ce mix entre finalement l'apprenant et le professeur, que l'un et l'autre se rendent service. Et c'est pas un hasard, d'ailleurs, si dans mon organisation, en vue de cette massification des open badges, on est en train, en parallèle, de multiplier énormément les formations de tutorat pour que nos managers deviennent tous des tuteurs, finalement, et prennent ce rôle vraiment à cœur. Et pour nous, c'est ça l'organisation apprenante, parce que ça crée une dynamique qui nous paraît correcte. Et les open badges sont un peu finalement le ciment de cette dynamique dans la manière où on l'a conçue. See. Anyone else? En anglais ou en français? You can go. I think one of the things we're trying to encourage, like especially the T3 Innovation Network community and just at the U.S. Chamber of Commerce Foundation, is to recognize that, like I said earlier, that learning can occur anywhere. And that, so we want employers to recognize that they also can be validators of skills and verifiers of skills for their employees, that they can recognize and validate that skills are being demonstrated and gained in the workplace. And so we want to make sure that through our tools, tomorrow Phil Long and I will be talking about a new concept called linked claims, where an individual can make an assertion about a skill that they have, and they can ask their employer or a peer to validate or verify that, yes, I've seen Don demonstrate excellent panel moderation skills in the workplace. And so we want to be able to empower individuals to make these claims, but also empower employers and organizations to validate that, yes, people are demonstrating skills on the job, whether it's an employer or you could be a community-based organization and somebody's volunteering at your community center and you want to recognize the skills that they're demonstrating or gaining through that volunteerism. We want to be able to empower individuals to recognize that and view themselves as issuers or validators of skills. And so that's one of the things that we're really focused on, is just trying to make sure that everybody feels like they can make claims or they can validate claims about skills of themselves or their peers or their friends and family. Great, thank you. Katrina? Yeah, I think for the purposes of the assessment that we're doing with the UK Digital Badging Commission, we have not grasped yet all the different learning organisations in terms of those that are recognising non-formal learning towards skills. And I've just jotted down a few that we've come across. Obviously, there's the big ones, which are employers themselves, independent learning providers, formal education in all its sectors. Then there are specific schemes run in regions. So civic schemes, those are run by local councils as well. They are learning organisations in and of themselves. Charities, I think, as well. There's a great big chunk of people there doing work. But the one that has surprised me, and I came from formal education a year ago into this world, has been the large number of independent learning providers, because they don't really have a voice, but the more we collect them up and understand them and count them, they're a very big group, but they're not necessarily a group that talk to each other. So, but they are learning organizations too. Okay, thank you. Nadège, do you have some brief remarks to end? Oui, parce que alors c'est très drôle parce que j'y avais pas pensé, puis finalement ça me donne une idée, ta question. Nous, il faut voir qu'on parle depuis très longtemps dans le secteur d'un management partagé. Je redis, l'employeur, il ne sait pas ce qu'il veut spécifiquement, et le salarié, parfois, a plus de compétences pour organiser que l'employeur lui-même. Et donc, on dit chez nous que le salarié apprend autant à l'employeur que ce que l'employeur est en capacité de donner aux salariés.
Sauf que, et donc ça c'est la réflexion qui me vient de suite, comme quoi je vais repartir d'ici avec quelque chose peut-être à développer, c'est de se dire que on se le dit, en fait, finalement, le salarié fait monter en compétence son employeur. Mais on n'a jamais reconnu ça dans notre secteur. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à creuser, de se dire comment, en tant que salarié, moi qui fais monter mon employeur en compétence, on pourrait, nous, à un moment, réfléchir à l'employeur avec son badge ou je ne sais quoi, peu importe, et de dire je suis monté en compétence. Et je vais vous donner un exemple pour que ça soit très clair, pour que ça vous illustre. Puis j'aime bien parler en images. Par exemple, on accompagne les salariés dans l'entretien du domicile à l'utilisation de produits beaucoup plus verts, beaucoup plus écologiques, parce que c'est quand même un peu notre planète qu'on essaye de sauver parfois. Mais tous les employeurs ne sont pas là-dessus. Et donc, le salarié va arriver chez des employeurs qui parfois ont de la javel chez eux. Et donc, on apprend aux salariés non seulement à ne pas utiliser de la javel, mais on apprend aux salariés à expliquer à l'employeur pourquoi il ne faut pas utiliser de la javel. Et normalement, si le salarié s'est bien expliqué, on se retrouve avec un employeur qui devient aussi, lui, beaucoup plus vert dans ses pratiques au domicile et qui, donc, à un moment, a appris quelque chose. Et ça, on ne le formalise pas aujourd'hui de manière informelle, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait creuser tout à fait. Thank you all for the panel. Very agile thinkers. Thank you.